3, 2, 1. C'est bon ? Ouais, on peut faire un clap, souvent ça peut servir. Tu fais un clap ? Ça va. Salut Mathieu, ça va ? Ça va et toi Arnaud ? Ouais. Bon, on va raconter la vraie histoire. Ouais, grave. On était censé faire cet épisode avec un des souscripteurs du fonds, Julien Coulon, qui nous a planté. On s'est dit qu'on allait en profiter et se faire ce rendez-vous-là ensemble. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est no bullshit et c'est un peu l'idée. Je regarde aussi la caméra parce que les idées qu'on a jusqu'au bout et les raisons qu'on va peut-être vous raconter, pour lesquelles on s'est tous les deux associés, enfin tous les deux, tous les trois, tous les quatre, tous les cinq en fait, avec Julien et d'autres, eh bien c'est basé sur une vraie transparence. Et dès qu'on a su qu'il venait pas, on s'est tout de suite dit non mais on va en profiter pour faire autre chose, parce que on va raconter la vraie histoire que Julien soit pas là, bon soit c'est fait, on l'a dit, mais aussi la vraie histoire peut-être de pourquoi on bosse ensemble, comment ça s'est fait quoi, non, c'est rigolo. Pourquoi OVNI. Et je voulais lancer avec un peu de musique, avec un morceau que tu connais qui s'appelle Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Je pense que c'est aussi un peu le ton, je sais pas si on vient entendre, mais en besoin gros, de cap, tu nous mets sur la touche, maintenant tous ces gens c'est facile, tout le monde le ferait. Ça, tu vois, c'est déjà le studio mieux pour avoir. C'est le passé des DJ, certainement. Mais ouais, voilà, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Et en fait, moi, je suis très content de le faire avec toi. J'avais besoin d'apprendre ce nouveau métier du podcast. J'avais besoin de comprendre ce qui se passe dans cette industrie, pourquoi ces contenus-là explosent partout. Je suis pas mis, tu vois, le truc en mode avion, que je vais faire aussi. Tu vois, ça y est. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre avec les meilleurs, puisqu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente. Voilà. Bon, donc trop on part freestyle, quoi, 30-40 minutes. Ouais, l'objectif, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être que on se raconte cette origine d'OVNI, un peu d'abord chez toi et après chez moi, tu vois. C'est de se dire aussi dans cet épisode un peu ping-pong, de faire découvrir personnes qui nous regardent sur YouTube, qui nous écoutent en podcast, comment on crée un fonds, pourquoi, et peut-être rapidement aussi pourquoi moi j'ai rejoint OVNI et pas d'autres opportunités. Parce qu'il y en avait plein et que c'est quand même une belle histoire qu'on écrit. On espère qu'elle sera belle par la suite, mais voilà, ça te va. Donc moi, je prends la main au tout début. Tu prends la main, c'est toi le boss. C'est toi qui prends la main. Non, mais je suis du côté de l'invité. C'est toi qui prends la main ensuite sur la deuxième partie, je pense. Le tout début d'OVNI, pourquoi créer un fonds ? Alors en plus, je vais même te dire, la vraie question qui me titille, c'est pourquoi créer un fonds dans une période de merde, comme on pourrait la voir en tout cas. C'est-à-dire que moi, il se trouve que j'ai arrêté d'investir dans des startups à peu près au moment où vous avez commencé OVNI, tu vois. Donc, pour d'autres raisons, mais à un moment, je me suis dit, c'était quand même bien le bon moment, il y a 18 mois, tu vois, mi-2022, pardon, se dire, bon, attends, tu sais quoi, là, en ce moment, les prix sont trop hauts, les taux d'intérêt sont en train de monter, tout va se casser la figure. Et puis j'ai pas le temps, donc j'arrête, comme ça c'est plus simple, je fais d'autres choses, je me concentre sur mes podcasts et mes boîtes, et finalement j'étais bien content et je pense que c'était une bonne idée. Et vous à ce moment-là, vous êtes à contre-courant et vous créez un VC super risqué avec, tu vois, quand je dis super risqué, c'est high risk, high rewards, mais avec un objectif de faire du moonshot, et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui vous a pris, quoi ? Écoute, plusieurs choses. Déjà, je crois que dans nos discussions, il y a un des père fondateur du VC en France qui t'a dit que justement on se lançait au bon moment, donc je suis pas d'accord avec toi, pour pas le citer, Jean-David Chamboredon d'Isaïe. Donc en fait je crois qu'un entrepreneur il choisit pas vraiment le moment où il se lance, et il fait peu importe la conjoncture, et donc si tu veux, OVNI ça naît de la volonté de plusieurs personnes et d'un moment où on se dit ok, c'est le moment pour nous de créer cette société de gestion. Donc Julien qui devait être notre invité, Alexandre qui a vendu sa boîte à GoPro, qui a investi un peu de son côté et qui voit les limites d'investir tout seul dans son coin. Moi qui suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années, business angel, qui ai monté un accélérateur de start-up, qui voit aussi les modèles, les limites du modèle d'accélérateur de start-up, et qui se dit en fait les accélérateurs de start-up deviennent des fonds seed, les fonds seed redescendent vers l'accélération. Et donc, tu as ces 3-4 personnes-là qui se voient, qui discutent et qui se disent en fait, pourquoi on ne crée pas notre société de gestion avec notre ADN, nos valeurs ?
Et le projet se lance en 2022 avec d'abord un agrément AMF qu'il faut aller chercher. C'est 6-8 mois de procédure, il faut mettre un peu de fonds propres. Et puis petit à petit... Là, tu vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas devoir m'en dire beaucoup plus sur comment tu le fais, comment. Mais avant de rentrer dans la technique très financière, je reste sur le tout premier point, qui est quand même intéressant. Évidemment, moi, je m'associe avec vous, donc il y a de bonnes raisons pour ça. Mais de toute façon, tu le disais, l'entrepreneur choisit pas quand il entreprend. Mais aussi, j'en parlais encore ce midi avec quelqu'un qui s'appelle Jérémy Blackwell, si tu me vois. Tu connais Jérémy? Oui, banquier d'affaires, c'est ça. Alors voilà, je crois qu'on ne dit pas Ollinger, mais Olingre, il me disait, voilà. Et il me racontait que toutes les stats montraient qu'au moment où tout le monde... c'est le moment où tout le monde, alors en particulier les particuliers, désinvestissaient, qu'il fallait rentrer sur le marché. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat, en fait. Ça s'impose à toi, c'est l'opportunité où tu te dis c'est le moment. Voilà, si t'es le premier sur la prochaine vague, voilà, le tout c'est de pas être sur le mauvais côté de la vague au moment où tu as investi tout, au moment où ça va descendre. Mais quand nous, en plus, depuis que tu as créé OVNI, vous êtes plutôt en période de récolte de fonds que d'investissement, même s'il y en a eu qui sont déjà des super trucs que vous m'avez présentés que j'adore. On y viendra peut-être, mais voilà. Je pense qu'il y a là-dessus. Mais pour revenir il y a tout ça, donc c'est déjà un premier signe. Pardon, tu veux réagir? Non, mais en fait, c'est une aventure humaine, une société de gestion, peu importe laquelle. Et donc, c'est vraiment, ça s'impose à toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la volonté de plusieurs personnes de se dire... on a envie de mutualiser des moyens, on a envie de créer une vraie société de gestion qui dure dans le temps, parce que l'horizon d'un fonds, c'est 10 ans. Donc quand tu te lances dans créer une société de gestion, c'est pas tu crées un fonds, c'est qu'en fait, tu te projettes sur les 10-15 prochaines années et tu te dis, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat, on a tous été entrepreneurs, on est devenu business angel, et en fait, on a envie de mettre à l'échelle, on a envie d'avoir encore plus d'impact. Et quelle est la meilleure façon d'avoir encore plus d'impact ? Gérer un fonds, 30-35 millions, financer 30 entrepreneurs et s'inscrire dans ce temps long, en fait. De dire, on va d'abord avoir un agrément AMF, ensuite on va récolter des fonds, ensuite on va les investir, ensuite on va devoir les désinvestir. Il faut savoir que c'est ça le métier d'investisseur, c'est se projeter à minima à horizon de 10 ans. Donc tu vois, moi j'ai 35 ans, c'est-à-dire que là je sais ce que je vais faire au moins pour les 10 prochaines années, voire les 15 prochaines années. Ouais, c'est un vrai commit quand même, le truc est important, notamment auprès des gens... auprès de qui tu récoltes. Avant que tu m'expliques juste vraiment la mécanique, comment ça fonctionne, justement, et avoir cet agrément, qui a l'agrément, etc. Comment sont traités les associés, moi tu me dis vas-y signe, je signe, je fais quand même relire de temps en temps, mais t'es conscient que t'as pas, on a dit qu'on était totalement jusqu'au boutiste, qu'on disait tout, mais que t'as pas le profil du VC total, en fait. Le petit Montpellier. J'ai la doudoune, j'ai la chemise. Ouais, je sais que tu te donnes du mal pour être dans le cliché. Non, mais finalement, Augustin, notre associé, a un côté beaucoup plus... Bien sûr. Il rentre dans le moule total du VC, quoi. Donc, pour expliquer qui est Augustin... Toi, t'arrives en mode DJ, à connaître plein d'artistes, à être machin. Et en fait, moi, c'est une des choses qui m'a convaincu, on y viendra tout à l'heure. Mais toi aussi, Augustin, je te rassure, c'est peut-être le combo des deux. Mais ça, à la limite, ça peut même, je pense, je sais pas si t'en es conscient, faire flipper des gens au début. Un peu se dire, mais en fait, il est pas dans le moule, celui-là. T'en es conscient de tout ça ? Ouais, j'en suis conscient. Écoute, on n'a jamais parlé. Ouais, on en a jamais parlé. Et puis, je m'exprime peu là-dessus. Mais bon, c'est vrai que déjà, je suis né en province, dans les Cévennes. Je suis arrivé tardivement sur Paris à la fin de mes études après Sciences Po. Sur Paris, donc c'est mal barré. C'est mal barré, ok. J'ai pas grandi à Paris, j'ai le droit de me moquer des provinciaux, j'en fais partie. Tu vois. Et donc, si tu veux, oui, j'ai pas du tout on va dire le moule, même le background académique pour faire ça. Ouais. Moi, j'ai fait un DUT de commerce, une licence de droit, des masters à Sciences Po. J'ai commencé ma carrière dans le lobbying, donc rien à voir avec le métier du VC. Seulement, moi, j'ai eu une première boîte dans l'événementiel très tôt. Donc, je sais ce que c'est qu'être un entrepreneur, signer des clients, avoir des galères, etc. Et ensuite, j'ai rejoint une aventure dans les télécoms qui a très bien marché, qui a été vendue. Qui s'appelle Néo Télécom. Néo Télécom, ouais. Et en fait, ça a été mon pied à l'étrier pour devenir business angel. Et donc après, c'est comme tout, tu deviens passionné. Tu parlais du côté DJ. En fait, moi, j'ai plusieurs piliers, la musique, le sport, la famille, l'entrepreneuriat, etc. À vrai dire, c'est même plus le côté parachutisme et sport qui m'a mis dans le métier du VC. Parce que le premier entrepreneur que j'ai financé s'appelle Tay Chris.
Je l'avais rencontré dans le sport, il avait sauté de la Tour Eiffel, il lançait une boîte dans les télécoms. Et tu vois, quand je te dis, on choisit pas, ça s'impose à nous. On fait venir Teg dans une conférence pour qu'il parle à nos salariés, à 80 collaborateurs. Il envoie une énergie de dingue et tout, et puis il nous dit, je vais monter une boîte dans les télécoms. Et là, ça s'est imposé à nous. On a dit, mais attends, tu peux pas monter une boîte dans les télécoms sans qu'on investisse. Et on a mis 250 000 euros. Pour être même honnête, on a mis 250 000 euros. On n'avait même pas la holding d'investissement. Donc, on a chacun mis nos tickets et ensuite, on a fait des apports dans la holding d'investissement. Donc, tu vois, le timing, tu ne le maîtrises pas. Tu es en 2015, tu as vendu une boîte, tu vois TailleChris, tu mets ton premier ticket, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10. Et puis après, tu te dis, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire pour le restant de ma vie parce que c'est génial. Mais c'est ça, moi, qui me plaît dans le profil que tu as. Excuse-moi, je sais pas, c'est un peu de pommade, mais je t'ai taclé aussi pas obligé, un peu avant, donc j'ai le droit. Donc, tu vois, mais c'est que aussi, tu sais rentrer au chausse-pied dans des trucs qui sont pas convenus, quoi. Et potentiellement dans les trucs dans lesquels le VC qui a son costume très VC, il rentrera moins facilement, où il sera pas aussi persistant... et persistant dans le bon sens du terme, tu vois. Toi, tu rends des services, tu fais comprendre des choses, et que ce soit chez TailleChris, chez Jean-Baptiste Hiron de MWM, en plus, enfin, je veux dire... C'est un milieu difficile à intégrer, donc il faut se faire sa place, en fait. Et t'as pas bricolé, je veux dire, en plus, les invests que t'as fait, que vous avez fait, moi, c'est aussi, évidemment, une des choses, c'est que la perf, elle est là, en fait. Soyons honnêtes, c'est pas juste, t'es sympa, tu sors de ton machin, En fait, la perf, elle vient de la passion. Ouais. C'est-à-dire que si t'es pas passionné par l'aventure de TailleChris Onov qui révolutionne les numéros de téléphone, tu vas pas perfer, tu vas pas t'impliquer avec lui, tu vas pas l'aider à lever des fonds. Si t'es pas passionné par Jean-Baptiste Hiron qui sort des apps pour DJ sur téléphone, moi je venais de la musique et de ce monde-là, bah tu vas pas aller chercher un Martin Solveig, le bras droit de Guetta, etc. Donc pour moi, en fait, il y a des gens qui veulent être performants, mais ils n'ont pas la passion. Et donc en fait, c'est la passion que tu as pour le métier, l'énergie que tu mets, le fait que tu puisses doubler les journées, que tu puisses... Enfin, tu vois, c'est ça qui va générer la performance, c'est pas l'inverse. Donc si tu veux, je me suis jamais dit je vais faire carrière dans le VC. Moi en 2014, j'avais à peine que ça existait. Nos clients, c'était 600 entreprises de Blablacar à Dailymotion au Stade de France qu'on raccordait en fibre optique et avec des data centers, quoi. Et en fait, c'est juste qu'à un moment donné, tu découvres un univers et tu te dis bah, cet univers, il est génial. Et comment on fait pour faire carrière, en tout cas, que ça dure. Parce que si tu investis sur tes fonds propres, c'est ce qu'on a fait. Nous, les 6-7 premiers investissements, c'était 100% avec notre argent. Ouais. Mais en fait, une fois que tu as cramé tout le fric que tu veux mettre dans les startups, tu t'arrêtes et tu vas faire autre chose. Il faut rentrer de l'argent régulièrement. Faut joueur de foot, ça marche. Ouais. Et donc moi, c'était un espèce de réflexe de me dire comment je fais pour que ce métier-là continue. Okay. Et ben, t'es bon, tu collectes des fonds auprès d'autres entrepreneurs qui te font confiance parce qu'ils ont vu que t'étais bon, et tu passes de 1 million, 2 millions sous gestion, c'est les tiens, à 35 millions sous gestion, il y a un peu des tiens, mais pas mal des autres. Et c'est ce qui fait un peu, je pense, le edge, comme on dit, la différence. C'est peut-être le bon nom, OVNI, hein, finalement. Mais c'est qu'il y a ce combo entre... il va nous en vouloir, Augustin, de parler de lui comme ça, de quelqu'un traditionnel. Non, il n'est pas traditionnel. C'est pas vrai. Non, mais je veux dire plus c'est-à-dire l'expérience américaine, finance, Lazare, Colonie Capital, les hedge funds, etc. Donc plus rassurante quelque part. Hein, il est programmé pour faire ce métier, Augustin, et c'est pour ça que c'est une machine. Et après, pourquoi c'est un ovni ? Parce que des général partners de sociétés de gestion qui ont 37 ans, qui ont fait 25 investissements, dont des boîtes incroyables, genre Miami, Fairmoney, etc., il y en a peu. Non, mais c'est sûr. Et en fait... Moi, c'est ce qui m'a intéressé, c'est-à-dire que je me suis dit, je vais pas aller chercher un autre entrepreneur. J'ai discuté avec d'autres entrepreneurs que tu as reçus dans tes podcasts, qui sont des mecs géniaux, Jérémy Charrois, etc., pour monter un fonds de VC avec eux. Mais en fait, je suis allé chercher, comme je suis venu te chercher, quelqu'un qui ne me ressemblait pas, quelqu'un qui a des compétences très différentes de moi, qui a une vision, une expérience. C'est ça qui fait la force des entreprises. C'est la différence des profils. Et moi, je veux travailler qu'avec des ovnis. C'est ça. Et moi, je crois que là-dessus, c'est intéressant. On le voit déjà parce qu'on bosse donc au moment où on enregistre ce podcast depuis 1 mois et demi ensemble, quelque chose comme ça. Et alors déjà, on a une très forte complémentarité. Moi, je suis difficile à attraper parce que en fait, je me fais des journées tunnel, des semaines tunnel. Et à la fois, tout qui arrive très bien. En plus, tu as les bons outils. Ça, c'est aussi le côté geek d'OVNI qui est intéressant pour y revenir. Mais aussi, surtout, au bon moment. C'est les moments opportuns. Tu vois, un des trucs
que j'avais pas tant perçu que ça dans le VC game, c'est être capable de choper les bons dossiers. Donc, quand tu as quelqu'un quand toi tu veux investir chez quelqu'un et que tout le monde veut investir chez lui, tu as une concurrence des VC, quoi. Alors, on va faire Écoute, on peut parler d'un deal en cours, sans dire qui c'est, où on discute avec l'équipe. Dans le tour, beaucoup de gens veulent rentrer, des très beaux fonds internationaux, Early Bird, Speed Invest, Elaya, etc. Et en fait, on voit avec l'équipe que c'est difficile de rentrer dans le deal, qu'on va peut-être même se faire sortir. Et moi, je leur dis, mais les mecs, c'est normal. En fait, moi, ça me rassure. Si on est là, si c'est dur, si c'est compétitif, ça veut dire qu'on est à notre place. Y a des deals que tu peux faire un peu tout seul. On parlait de Acceptio, qui est le premier deal du fonds OVNI, où en fait, deal un peu captif, propriétaire, tu as la relation avec l'entrepreneur, c'est lui qui vient te voir 3 mois avant son roadshow, tu fais le deal un peu sous les radars, et 3-6 mois après, tu le fais refinancer par le reste de l'industrie. C'est pas la majorité des cas. Et donc, c'est le jeu, et il faut sentir le momentum. Tu vois, un Jean-Baptiste Hironde, tu parlais de lui. Moi, je le rencontre grâce à Gaël Duval à New York et Cédric Georgie à la French Touch Conference en 2015. Et pendant 1 an, on discute ensemble, je lui envoie des contacts, tout ça pro bono. Et 1 an après, il me dit, on va faire une petite OP, est-ce que vous voulez venir ? Et l'opération, elle n'est pas ouverte à l'extérieur. Et à ce moment-là, il faut embrayer et faire le deal. Donc, moi, c'est ça que j'aime, c'est que tu crées des relations très personnelles, très étroites avec les gens, plutôt sur le long terme. Et de temps en temps, ça te génère les bonnes opportunités. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui fait la différence, évidemment, pour les investisseurs du fonds, parce que tu vas être capable d'investir dans les bons dossiers et pas la Ligue 2, en fait. Tu veux rester en Champions League. Et après, ça, je l'ai vu avec... je le dis, je m'en fous. C'est pas grave, je pense qu'ils m'en voudront pas, au contraire. Mais Adrien Mignati et Omada, qui a levé récemment... notamment avec ce fonds anglais que tu connais peut-être, Julien Codorniou, Félix Capital et Julien, mais le travail comme il l'accompagne, il voulait y aller dans Omada, tu vois, ça faisait des mois, et en fait, je trouve ça extra de pouvoir faire la diff comme ça. Et c'est vrai que moi, je vois la manière dont tu es venu me chercher et comment tu as fait la diff par rapport aux autres offres que j'avais. Ça a été un des signaux importants. À la fin de la journée, c'est de l'humain. Voilà. Je t'envoie une note très personnelle début août où je te dis, écoute, t'as pas beaucoup de temps. Moi, je te connais parce que je t'écoute depuis 4 ans. Et voilà tout sur moi. Et en fait, si je me mets pas à nu, si je te dis pas qui je suis, je pense que peut-être ça se fait pas. C'est ça. Je pense que ce qui manque peut-être dans ce métier, et pourquoi aussi je pense qu'on est des ovnis, on est des entrepreneurs avant d'être des investisseurs. Et en fait, chez les entrepreneurs, tu as cette espèce de solidarité entrepreneuriale où on accepte de se mettre à nu. Chez certains. Chez la plupart. Voilà, en tout cas. De montrer nos forces, nos faiblesses, de dire qui on est, de dire ce qu'on croit. Et moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est les valeurs, le socle, pourquoi tu fais ça. Et c'est ça qui te permet justement de trouver tes partenaires de jeu. C'est ça le... Et il y a le côté good karma où, tu vois, moi je le vois en ce moment. Donc on fait notre levée sur Alvo, qui est notre série A, donc l'entreprise dans laquelle là je suis pour le coup actif à temps plein. En fait, il y a quelques personnes, quelques fonds qu'on va voir. Toi, tu as été le premier qu'on allait voir, mais pas pour OVNI, parce que j'aurais été conflicté quand même cette fois-ci. Même si à un moment si vraiment t'insistes, non, mais on est allé voir quelques copains ou des gens qui pas des copains d'ailleurs, c'est pas des copains, c'est des gens qui ont la confiance, qui ont un goût de karma, parce que tu te dis en fait le dossier il est beau, il plaît quand même à beaucoup de monde. Si je peux m'éviter de faire la danse du ventre devant 40 personnes pour en fait même améliorer une LOI, en fait c'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est bosser avec des gens de confiance que t'aimes bien, qui travaillent, avec qui t'échanges depuis longtemps. C'est ça le vrai truc. Il y a plusieurs stratégies là-dessus. Moi j'ai Renaud Visage d'Ivan Bright qui m'avait donné un conseil que j'ai appliqué sur plusieurs levées de fonds de mon start-up. Il m'avait dit, tu fais la liste des 20 VC que tu rêves d'avoir, tu commences par en bas et tu remontes pour arriver sur ceux que tu veux vraiment, une fois que tu as levé tous les lièvres dans ton dossier. Et comme ça, tu arrives vraiment chaud. Il y en a peut-être dans le bas de la liste qui se sont chauffés, qui ont mis des term sheets, et tu mets la pression aux 5 que tu rêves d'avoir. Je rajouterais juste à ça, et c'est ce que tu décris,
qu'avant d'aller voir même les 20 derniers, c'est vraiment bien d'avoir des feedbacks comme ceux que j'ai pu faire aux fondateurs d'Alvo, en leur expliquant quelle est notre mécanique, comment on réfléchit, s'ils lèvent tant, combien doit être valorisée la boîte à la sortie, etc. Parce que c'est trop facile pour les VC, en fait, ils font ça toute la journée, mais les entrepreneurs, ils font ça 4 fois dans leur vie. Ouais. Et c'est vrai je pense qu'il y a un peu ce biais, en tout cas ce différentiel dans l'accès à l'information, le savoir-faire, etc. Et c'est vrai que, tu vois, Julien, qu'on devait faire ce soir, dit toujours, dans l'industrie, ce qui est gênant, c'est que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et je pense que quand tu arrives à te mettre vraiment en relation partenariale avec les entrepreneurs et à avoir ce climat de confiance que tu décris là, où tu dis, bon ben voilà, moi mes enjeux en tant que VC, voilà toi tes enjeux en tant qu'entrepreneur, comment on aligne tout ça et comment on fait une belle aventure où il y aura de la perf à la sortie, etc. Faut pas se mentir, on est là quand même pour générer un TRI. Les souscripteurs du fonds sont très exigeants. Aujourd'hui, ils peuvent placer à 5% à court terme. Ben, sinon, on doit leur donner du 15, 20, 25%. Ben, il faut qu'on fasse des bons deals, il faut que ça sorte, qu'il y ait de la liquidité, ce qui amène d'autres enjeux. On s'éloigne un peu du sujet du jour de la création. Et je voudrais reparler un tout petit peu de la mécanique en dessous, en effet. Ouais. Donc, jour 1... 22 février 2022. De 22 février 2022, ok. Quelques jours après mon anniversaire. Et le tout début... Alors ça, c'est le jour de la création la création de la société. La société qui est quoi comme c'est une coquille vide, une SAS dans laquelle il faut mettre... Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait OVNI. OVNI dès le début. Qui s'appelait OVNI dès le départ. Qui s'appelait la OVNI. Et on a cherché 250 noms. Je m'en rappellerai toute ma vie. Des fichiers Excel. On a étudié les 600 noms des sociétés de gestion en France, les noms de domaines, etc. Et OVNI avait été écarté au début. Il a été repêché. Enfin bref. Et donc on crée OVNI. Et en gros, tu as un délai de 3-4 mois pour avoir ton agrément AMF. Et ensuite, tu peux commercialiser. Donc il y a un peu d'hypocrisie d'ailleurs à ce moment-là. C'est-à-dire que l'AMF te demande, est-ce que tu es capable de lever un fonds de 35 millions, quel est ton pipe ? Mais officiellement, tu n'as pas le droit de commercialiser, tu peux pré-commercialiser auprès de 50 personnes. Okay. Donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on était allé voir quelques copains entrepreneurs, on leur avait dit, si on lance un fonds, est-ce que vous nous suivez ? Il y en avait 10-15 qui avaient dit oui, et on s'était dit, bon, bah, c'est suffisant pour démarrer, pour faire les premiers deals, donc allons-y. Création. Donc tu crées une SAS qui est la capitalises, qui est la société de gestion. Tu la capitalises. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre plusieurs centaines de milliers d'euros. Au début, elle avait, quand tu l'as créée le 22 février, elle avait combien de capital ? 10 000. 10 000. Donc vous mettez chacun votre répartition. Voilà, et après... quasi égale, mais pas tout à fait. Tu fais une augmentation de capital. Tu fais une augmentation de capital après de ces 50 personnes, c'est ça ? Non, pas du tout. Ouais, alors en gros, nous on a créé avec 10 000 au début. Et en fait, au moment de l'agrément, on te demande, donc 4 mois après, de prouver que tu as 400 000 euros de fonds propres. Okay. Et donc, tu as différentes façons de le faire. C'est les actionnaires qui les injectent par une augmentation de capital. Enfin, il y a plein de solutions. Okay. Pourquoi l'AMF demande ça ? Peut-être pour expliquer aussi. C'est parce que si ça se passe mal, pour X raisons, en fait, l'AMF veut qu'une société de gestion puisse fermer proprement. Okay. Donc, en fait, il te demande le quart de tes frais généraux. On peut estimer que sur un fonds de 35 millions, ça va être 800 000 euros par an ou 700 000 euros par an. Okay. Donc 200 000 euros de fonds propres pour, si ça se passe mal, pour X raisons, qu'on puisse fermer la société de gestion, gérer les souscripteurs. En fait, là, tu m'avais dit 400 tout à l'heure. Ouais, ou 400. Enfin, en fait, c'est entre... En fait, ils te demandent 125 000 de capital minimum. Okay. Et ensuite, en fonction de ton business plan, ils peuvent te demander 200, 300 ou 400. Okay. Et en gros, l'enjeu pour toi derrière, c'est de commercialiser ton fonds, de staffer ton équipe, dans une période où tu as 2 ans pour le faire et de mettre sur les rails ta société de gestion. Alors, juste, on remonte tout au début. Quand tu as créé ton... Moi, je veux vraiment comprendre comment, quoi. Mais quand tu as créé ta SAS, tu vas sur le site de l'AMF. Il y a un lien avec quelqu'un à contacter pour créer... si je veux m'y mettre, pour créer ton fonds. Alors, il n'y a pas de manuel. Il y a un remplissage de formulaire. C'est du vieux formulaire, machin. C'est un truc en ligne. Comment ça se passe ? Donc, tu dois obtenir un rendez-vous préparatoire avec eux. Okay. Qui dure 1h30 où tu leur expliques qui tu es, ils regardent est-ce que tu as une bonne réputation, est-ce que tu es capable de lever le fonds, etc. Mais ils peuvent te dire non. Juste ta gueule. Ils peuvent pas te dire non. T'as pas été, par exemple, condamné, t'as jamais créé d'entreprise, t'as jamais fait d'investissement, mais t'as envie de faire ça. Enfin, écoute, c'est ce qui est surprenant, et on pourra en rediscuter avec eux, on pourra les inviter. Ouais. C'est qu'à aucun moment, on te demande est-ce que tu es un bon investisseur et est-ce que tu as une vraie performance, un track record là-dedans. On te demande,
est-ce que tu as une bonne réputation, il y a une espèce d'enquête un peu de moralité, tout ça, comment tu veux faire, et on te demande est-ce que tu as des fonds propres. Et c'est vrai que moralité, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est la réputation, c'est qui vont être tes clients, et donc c'est forcément un peu subjectif, et donc il faut avoir des cheveux gris, donc toi t'en as, moi j'en avais pas. C'est pour ça que l'équipe que tu présentes, elle est super importante. Si t'es un peu sulfureux, que t'es un gros flambeur, que tu trompes ton conjoint, que tu vas dans des clubs échangistes, ou je sais pas, tu dis réputation, tu vois, c'est quoi, mais que t'es un très bon investisseur. Prenons l'exemple d'Anaxago que tu connais bien. Tu nous as présenté les fondateurs. Eux, quand ils ont créé leur boutique, ce qu'ils nous racontent, c'est qu'ils étaient très jeunes et que ça a posé un vrai problème aux équipes de l'autorité des marchés financiers, qui leur a proposé un espèce de chaperon, quelqu'un qui avait 20 ans de plus, des cheveux gris, qui est venu les accompagner. Ils ont dit oui. Et a priori, c'était pas le meilleur recrutement qu'ils aient fait. J'espère que je trahis pas trop de secrets, mais c'est comme ça. Et si tu veux, moi, je les ai vus très très tôt les deux. Je suis venu te chercher, mais quand on a créé le dossier et qu'on a structuré la société de gestion, je suis allé chercher quelqu'un qui avait des cheveux blancs, qui avait fait un exit significatif et qui allait dans les discussions avec l'AMF rassurer, poser le cadre. Et je pense que ça joue. Qui s'appelle Didier Soucher, qui est mon associé historique avec qui j'étais dans les télécoms. Et le fait qu'on collabore ensemble depuis 2011 avec Didier, ils ont regardé, ces deux mecs-là collaborent ensemble depuis 11 ans, ils ont fait un exit dans les télécoms, ils ont co-investi ensemble dans des startups. Ok, on sent qu'ils sont capables de lever le fonds et donc on donne l'agrément. Ok, donc tu vas chercher avec quelqu'un aux cheveux blancs, c'est bon, ça passe. Exactement. On a compris. Cheveux blancs, des fonds propres et un beau dossier. Très bien, en chemise et en blazer. Et 15 sections Word qui font 15 pages chacune où tu décris les conflits d'intérêts potentiels, où tu vas décrire justement comment tu vas faire ta commercialisation. C'est un enfer à faire ou ça va? Ouais, c'est galère quand tu l'as jamais fait. C'est comme un mémoire, tu vois, de avec 80 pages. 2022, c'était pas encore aussi développé. Ouais. Ok, donc tu as ton agrément entre 4 et 6 mois, généralement. 4 mois, là, tu dis. Donc nous, on est allé vite, 4 mois. 4 mois. Et après, tu peux commercialiser, ça veut dire vendre ton fonds, c'est-à-dire rentrer de l'argent dans le fonds. Exactement. Tu fais signer des bulletins de souscription. D'accord. Et alors, juste, là tu as la société de gestion qui est cette SAS, OVNI. Qui est capitalisé. Et qui manage un fonds. Le modèle économique, je l'ai vu dans un super épisode avec Jean-David Chamboredon de Génération Durcell, je vous le recommande. J'en ai reparlé dans d'autres épisodes, mais celui-ci explique tout. Donc la société de gestion prend plus ou moins 2%. Enfin, généralement, c'est pas plus ou moins, c'est quasiment 2% des fonds sous gestion. On va venir sur ça. Et ensuite, tu vas prendre généralement un carry d'intérêt, donc un intérêt. Une commission de surperformance en français de 20% sur la plus-value qui est générée. Avec potentiellement un hurdle qui est un taux d'intérêt garanti. Voilà. Donc le hurdle, c'est 1,25 en moyenne dans le venture capital. Ce qui fait que la société de gestion ne gagne pas d'argent tant que tu n'as pas rendu 1,25 fois la mise à tes investisseurs. Voilà, donc si jamais tu fais une mauvaise performance, tu prends pas d'intérêt de surperformance. Exactement. En gros, l'idée, c'est de dire un 25, c'est de dire à la fin, tu m'as donné 100 000, je vais te rendre 125 000, c'est ça? Avant de gagner de l'argent. Et tout ce qui est au-dessus de 125 000, je prends 20%. 20%, exactement. Donc ça, c'est clair. Les fonds, ils rentrent pas dans la société. Quand moi, je mets mes 100 000, ils vont dans le fonds. En fait, le fonds, si tu veux, c'est là toute la lourdeur de l'agrément AMF, mais c'est fait pour protéger les souscripteurs. En fait, il est piloté, géré par un dépositaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on va dire, met 1 million d'euros dans le fonds OVNI, on appelle 20% lorsque le bulletin de souscription est signé. Ça veut dire que je mets 200 000 euros. Et en fait, ça va en fait, sur le compte d'un dépositaire qui vérifie que toutes les opérations qu'on va faire sont conformes. Et donc, si tu veux... Donc moi, quand je te dis je vais investir 200 000 dans OVNI, je ne mets pas sur les comptes de la SAS OVNI, je les mets sur ce fonds-là, qui est contrôlé par une personne tierce. T'as un RIB, exactement, etc. Et tout ça est contrôlé par le dépositaire. C'est ce qui garantit et qui évite le problème que tu peux avoir, comme on l'a connu sur le marché quand même il y a quelques années, des club deals qui sont pas vraiment actionnaires des startups. Et donc c'est vrai que tu vois, tout le monde nous dit mais vous êtes des grands malades, pour un premier fonds de 35 millions vous auriez dû faire héberger la société de gestion, en tout cas que quelqu'un vous loue un agrément pour faire ce premier fonds. Et tu vois, nous on s'est dit non, on va créer notre société de gestion parce qu'on est sûr de notre engagement sur le long terme et parce qu'en fait on va apprendre
et on va apprendre nous-mêmes. On va apprendre la relation avec un dépositaire, la création d'un règlement du fonds, comment tu automatises la signature de bulletin de souscription. Ok. Tout ça nous intéresse et on est peut-être un peu sadomaso parce Non, que moi, c'est je pas trouve ça trop hyper bien. excitant. Skin in the game, on apprend. Mais voilà, t'apprends. Ok. Et donc ça fait 6-8 mois de paramétrage pendant Ok. lesquels ça sert à rien d'être plusieurs sur le projet. C'est pour ça que Augustin est arrivé dans l'aventure quelques mois après, parce que franchement, pour remplir 15 sections, faire des allers-retours avec l'AMF, lancer des trucs comme ça, Dans les 12, ouais. en fait, t'en as un qui va ranger son frein, qui va pas pouvoir commercialiser, qui va pas pouvoir faire de deal, ça sert à rien, quoi. J'ai tout bien compris. Et là-dessus, donc tu vas ensuite récolter tes fonds. Les 2% que tu perçois, ils sont sur quoi? Ils sont sur les fonds, c'est-à-dire les 100 000 sur lesquels j'engage, ils sont sur les 200 000 que je t'ai payé, ou ils sont sur les 200 000 que tu as investi dans les boîtes? Donc ils sont sur le montant global qui Ok. est géré par la société de gestion. Donc c'est les 100 000 que j'ai mis chez toi. Si jamais... Si tu dis je mets 100 000, ben en fait c'est 2% sur 100 000, si tu mets 1 million, etc. Et en fait, donc, si il y a jamais... une équité entre les porteurs. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre 6 mois après, en fait, ses frais de gestion vont être appelés comme s'il avait souscrit dès le premier jour. Donc Ok. en fait, tu as 2 ans de période de commercialisation. Ça, c'est classique. Mais en fait, tous les investisseurs sont pari passus là-dessus. Et donc, si pour comprendre jusqu'au bout, je mets mes 100 000 au début, tu vas me prendre 2% la première année, 2% la deuxième année. Pendant 5 ans. Et après, c'est Et c'est 2% de dégressif. 100 000 ou c'est 2% de 98 la deuxième Non, non, année? c'est 2% du montant total. Et ensuite, c'est dégressif parce que tu es en période de désinvestissement. Ok. Et la période la plus chargée est quand même la période où tu investis. Donc quand tu dis c'est dégressif, c'est 2% de 98 ou ou Non, 200. c'est dégressif, c'est le pourcentage qui est dégressif. Typiquement, Ok. nous, chez OVNI, moi je suis transparent là-dessus, ça baisse de 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 jusqu'à Tous les tomber à ans. 1%. Ouais, à Ok. partir de la 5e année. À partir de la 5e année, donc les 5 premières années, tu Exactement. prends 2% sur les 100 000. C'est ça. 2 000 euros par an, donc C'est ça. tu vas me prendre sur les 5 premières années 10 000 euros. Ouais. Ok. Et après, moins. Non, mais comme ça, Ouais. on comprend bien, c'est comme ça dans tous les fonds. De toute façon, il n'y a pas Exactement. de... Non, voilà. non, il n'y a pas de... Très bien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté de l'investisseur, moi j'ai investi, tu vois, on y viendra, mais dans la société de gestion et dans le fonds, en fait, tu n'appelles pas toujours tout. Ça, je l'ai découvert sur certains fonds dans lesquels je suis rentré, chez Ring notamment, Ouais. on embrasse Geoffroy Bragadier. En fait, ils me font des appels de fonds, comme tu l'as dit, donc 200 000 sur 1 million, par Nous, exemple. c'est 20% les 5 premières années. 20, Voilà. 20, 20, 20, Le c'est tout, très que clair. de temps en temps, au bout de 3-4 ans, il y a eu une revente d'une société ou une sortie, et finalement, bah, en fait, ils vont pas t'appeler le sol. Donc, tu t'es engagé sur 1 million, et finalement, tu vas en sortir que 600, par exemple. Ouais, ça arrive. c'est assez fréquent. Ouais. Je crois que c'est entre 75 et 85% qui sont appelés, finalement. Ça permet aux entrepreneurs, aux souscripteurs des fonds aussi de finalement un peu optimiser leur gestion de cash. Le fait que tout soit pas appelé tout de suite. Donc, c'est Faut pas oublier plus que tu mal. vas te voir ça dans 3-4 ans, que tu dois encore tes 200 000 balles annuelles. Voilà. En fait, c'est vrai que surtout que la plupart des règlements de fonds, les gens le savent pas forcément, et je trouve que c'est bien de le dire, sont assez durs quand les souscripteurs sont défaillants. Ok. C'est-à-dire qu'un souscripteur qui ne répond pas aux appels de fonds peut être racheté À son prix initial ou, de façon très décotée. Voilà. Ok. Donc ça peut arriver. Ça peut déconner. arriver. Voilà. Ok. Donc il faut être sûr, quand on prend un engagement, de pouvoir le tenir sur les 5 prochaines années. Donc, on a dit février, mars, avril, mai, juin, vous avez votre Règlement AMF. Là, ça fait 18 mois. C'est À ça. partir de cette période-là, vous aviez 2 ans, donc jusqu'à juin Exactement. 2024, On peut Vous- commercialiser le vous fonds devez pour atteindre la récolter- taille cible, 35 millions. 35 millions. Ok, Voilà. très bien. Et ça se passe comment, une commercialisation ça peine au début et ça grossit d'un coup? Ouais, en fait, ça c'est très drôle. On a fait un graphe là-dessus. Ouais. C'est les vraies montagnes russes, comme dans l'entrepreneuriat. Ok. C'est-à-dire que quand tu lances, tout le monde est un peu euphorique. Tu vas signer 15 bulletins de souscription d'un coup. Ensuite, pendant 2-3 mois, c'est l'été. Les gens sont à la plage, en vacances, il se passe rien. Septembre, tu vas avoir un petit pic. Octobre, novembre, ça va être le creux. Décembre, avant de partir à Noël, les gens vont réinvestir. Et donc, en fait, tu as des espèces de montagnes russes où, en fait, il faut pas douter. Tu es sûr de ta période de commercialisation et t'avances.
avec en plus plein de moments d'euphorie et de belles surprises, des gens qui te disent bon je t'envoie le bulletin de souscription, ils t'ont pas dit combien ils allaient investir, et puis tu te retrouves avec 4 millions. 1000 actions de 1000 €, tu dis bon ça c'est un beau bulletin de souscription. Des gens qui disent en mars, donc on a eu le cas, ils t'envoient par texto bon désolé, on prendra pas de nouvelle allocation dans le venture cette année, etc. Puis en mai tu leur envoies un petit mail, tu leur dis bon le prochain closing c'est là, puis ils te mettent 2,5 millions dans le fond. Donc c'est les montagnes russes comme dans l'entrepreneuriat, et c'est vrai qu'on dit toujours aux VC vous n'êtes pas des entrepreneurs, etc. Je peux vous garantir qu'une levée de fonds ça dure 24 mois, c'est long, c'est des montants énormes, et donc il y a 100, nous on va avoir 120 souscripteurs, ça veut dire qu'on fait 500, 600 rendez-vous, donc faut tenir ce sprint dans la longueur, enfin c'est un vrai challenge quoi. C'est un vrai challenge. Et c'est plus du rendez-vous à l'ancienne où tu picoles le midi, tu sors tard le soir, tu machin. Si, il y a un peu de ça, il y a les deux, il y a tout. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu un avec un mec qui, à 15h, m'a servi le verre de blanc, mais c'est le seul qui s'est passé comme ça. Ok, très cool, je comprends. Et en effet, avant que tu me le dises, je vois vraiment le trip de l'investisseur, de l'entrepreneur derrière le fond, que tu vois pas trop bien quand tu es entrepreneur de l'autre côté, surtout quand tu lèves des fonds, parce que tu vois juste un mec qui va te filer de l'argent, qui va investir chez toi, qui va croire en toi, etc. Tu dis est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller, etc. Et en effet, moi je suis d'accord avec toi, de plus en plus. J'ai commencé mes premières levées de fonds, j'avais 27 ans, et en fait je voyais en effet, comme tu l'as dit, c'était très top-down quoi. Et maintenant en fait, tu vois la manière dont j'ai écrit encore hier soir à 7h ci un mail que j'envoyais aux 5 prochains de ma liste que je voulais rencontrer, était très clairement... je serais vraiment ravi de vous rencontrer pour qu'on puisse travailler ensemble, quoi. C'est pas pour que tu puisses investir dans ma boîte ou pour que tu me laisses la chance d'eux, ou pour que, à l'inverse, je te laisse la chance d'eux. Je veux vraiment qu'on ait tu vois, dès la première tonalité, le premier mail, un truc où on se dit, bon, est-ce qu'on veut bosser ensemble? Est-ce que ça te branche? Moi, j'ai envie, tu vois, j'aime bien ton fond. Si c'est juste transactionnel, je pense que la plupart des VC vont pas y aller, et même les entrepreneurs, ils le sentent. Alors après, il y a des situations où les gens n'ont pas le choix. Donc ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Bien tu vois, tu parlais de Ligue 2, etc. Moi, des fois, j'ai conseillé à des entrepreneurs, écoute, t'as pas du tout la capacité à choisir tes fonds. Prends ceux qui vont investir et take the money, quoi. Voilà. Ok, on pourrait rentrer sur les boîtes dans lesquelles on investit, les choses comme ça, mais je pense que c'est peut-être pas l'idée. Pour raconter la suite, peut-être que je peux te laisser un peu la main, mais moi, pour dire tout ça, la suite, elle s'est écrite. Moi, je suis rentré donc presque 1 an et demi, pas tout à fait après vous. Et en fait, tout ça venait je te le disais tout à l'heure, un moment où j'ai arrêté d'investir. J'en ai quand même fait, tu t'en as vu une bonne partie. Une quinzaine plus que ça plus une bonne vingtaine, je pense. Et surtout sur une période pas hyper longue, quoi. 2019, 2020, 2021. Une période où les valos étaient hautes et le marché n'était pas si simple que ça. Mais en revanche, ce que j'ai vu, c'est que j'avais une force de traction importante, c'est-à-dire que les gens souvent voulaient que je sois là, et pas que parce que je suis visible ou quoi. Je crois qu'il y avait des gens qui... tu vois, il y en a encore un qui m'a dit, j'étais en train de courir l'autre jour, qui m'a dit je viens de lever 8,5 millions en série A, c'est totalement grâce à toi, je me serais même pas lancé dans l'entrepreneuriat. Enfin, il y a un côté give back chez certains. Il y a un côté juste, ça nous apprendra à se connaître, etc. Il y en a qui veulent que je rentre dans mon radar pour peut-être un jour qu'on enregistre, mais et c'est très bien d'ailleurs, faire good enough. Moi, ça me va, si c'est une manière de bosser ensemble et que c'est des gens cool. Il y a plein de choses qui font qu'en fait, dès que je commence à dire, ok, je suis dans le game de l'investissement, je reçois des bons dossiers. Beaucoup de dossiers, parmi lesquels des bons dossiers. Parce que tu es au cœur du réacteur, avec 350 invités. Enfin, tu vois, moi... Je suis assez proche, tu parlais de Montpellier, dans Rachel Delacour. Moi, son 2e, 3e, 5e épisode chez toi, je l'ai écouté. J'ai écouté le 340e. Donc, en fait, tu es au cœur du réacteur, les gens t'écoutent, et donc ils disent c'est intéressant d'avoir ce joker dans ma cap table qui connaît tout le monde, qui reçoit tout le monde. Et qui peut accélérer des choses. Et qui peut accélérer des choses. On est dans un métier de flux où toutes ces rencontres-là, elles ont de la valeur. Et accélérer, c'est tellement... Ça change tout. Être, tu vois, une personne quelqu'un de confiance, c'est sûr que ça... Et donc, j'étais entre ça, des gens qui m'envoyaient des dossiers, je rentrais dedans, mais en plus, sans avoir
une analyse de ouf. Moi, j'aime les projets, j'aime les entrepreneurs. J'avais une tendance à juste dire bon, ok, c'est cool, j'y vais. Tu vois, je regardais quand même un peu, mais ce qui est pas forcément une mauvaise stratégie. Hein. Moi, je pense pas que analyser dans le moindre détail le business plan qui veut rien dire dans un seed. Surtout honnêtement, c'est pas ce qui me. Tu vois, j'étais plutôt dans le. On va se regarder dans les yeux, on va regarder ce que tu vaux. Écoute, Denis Fayol que tu as reçu et que j'aime beaucoup, qui moi m'a éveillé à tous les sujets philanthropie, fondation sur lesquels on s'est aussi tous les deux retrouvés. Il dit deux choses. Il dit des fois il faut être instinctif, c'est-à-dire t'adores les mecs, etc. Et à ce moment-là, derrière, il faut mener ce travail d'analyse pour pas se laisser embarquer par ses émotions. Ouais. Et des fois, il y a des trucs où quand tu fais l'analyse, etc. Surtout dans l'exé, il y a des gens, tu les adores comme ça, mais en fait ils exécutent comme des bus, quoi. Mais donc il faut trouver l'équilibre entre ne pas être trop instinctif, ne pas être trop analytique, et en fait c'est ça qui construit un peu ta thèse d'investissement. Et voilà, et pour faut pas conduire trop longtemps parce qu'après c'est mon biais ça, mais j'avais de l'autre côté aussi des gens, dont mes invités, qui voyaient dans certains dossiers dans lesquels j'étais rentré, qui me disaient mais t'aurais pu me faire rentrer, t'aurais pu me dire, etc. Des anciens invités, des gens dont on a parlé tout à l'heure, plein, hein, tu vois, et vraiment beaucoup, et qui me disaient bon, fais croquer, des potes. Tu vois, qui me disait, mais. Faut être structuré, il faut une équipe, ça prend du temps. Donc je me suis dit, je vais faire des club deals. J'ai investi dans Roundtable. Je voyais Anthony Bourbon qui faisait ses trucs. Je voyais plein de monde qui faisait. Et je me suis dit, tu sais quoi, je suis au cœur de ce machin, je vais faire ça. J'ai commencé. Et puis, dans ma communauté aussi, je dis mes potes et mes invités, mais dans ma communauté, des auditeurs. Tu vois, je crois pas si on en avait parlé tout à l'heure, mais quand je te parlais de Jeremy Blackwell ou de gens comme ça, c'est vraiment ce genre de personnes qui me disaient, c'est con, la prochaine fois, si tu peux avoir une bonne alloc, etc. Une ou deux fois, j'ai négocié des bonnes allocs. Je me suis dit, c'est simple, je vais le faire sur Roundtable, qui est un outil qu'on utilise aujourd'hui pour aller là-dessus. Puis en fait, je me suis rendu compte que ça demandait du temps, que j'avais pas le temps. J'ai pas le temps, moi. La ressource qui me manque le plus, c'est le temps. Et donc, je me disais, je tournais autour de ce problème et je me disais, ok, qu'est-ce qu'on a ? Et puis, j'ai des gens qui m'ont proposé de rentrer dans des club deals, petits, gros, moyens. J'ai des gens qui m'ont proposé de rentrer dans des incubateurs. J'ai des gens qui m'ont fait des pondeurs de ouf, tu le sais, pour rentrer à coût de centaines de milliers, voire nous, on t'a plus, fait payer pour travailler avec nous. Et voilà, et vous êtes arrivé, vous m'avez dit, bon alors nous, on va rien te payer. C'est toi qui vas payer pour bosser avec nous et qui va nous apprendre à faire des podcasts. Voilà, tu vas rentrer dans la société de gestion, on va te prendre du temps, t'en as pas, c'est bien, et puis tu vas rentrer pour payer dans le fond. Ouais. Et en fait, pardon, du coup, j'ai pas pris de questions, là, mais j'ai repensé à deux choses, à deux auteurs que j'adore par-dessus tout, qui sont d'une part Naval Ravikant, auteur, penseur, le fondateur de AngelList, et aussi Nassim Taleb, qui a écrit notamment Le Signe Noir, mais là le livre auquel je pensais, c'était Skin in the Game. Et pour commencer par ce dernier, Skin in the Game, c'était vraiment l'idée de se dire... En fait, tu dois pas, en particulier dans la finance, parce que lui c'est un grand financier, Nassim Taleb, tu dois jamais croire, mais même un vendeur, en dehors de quelqu'un qui est désaligné en intérêt avec toi, qui n'a pas de skin in the game. Si jamais quelqu'un essaie de te vendre un truc, tu dois à minima te poser, réfléchir, regarder, mais pas l'écouter parce qu'il te baratine. En fait, s'il n'a pas de skin in the game, a priori, lui, ce qu'il a intérêt, c'est pas convergent avec toi, c'est totalement divergent. Il va toucher une commission pour te vendre. C'est pour ça qu'on demande aux gérants de fonds d'investir dans le fonds des sommes quand même assez significatives dès lors que tu gères. Nous, on va avoir mis tous les actionnaires de la société de gestion entre 1 million et 1,5 million, je crois. Ouais. Donc, ce skin in the game, il est fondamental. Je veux dire, moi, je n'ai jamais fait investir des gens dans des club deals ou des choses comme ça si j'étais pas investisseur moi-même. Et aujourd'hui, à travers le financement de la société de gestion, tous les deals que j'ai faits, je suis all-in dans OVNI. Et c'est ça l'alignement d'intérêt dont tu parles. Et moi, je mets tout sur une période de 12 mois, je mets à peu près tout ce que je pourrais mettre dans OVNI. Et c'est ce qui est sain. Je suis all-in aussi là-dessus. C'est ce qui est sain, je trouve. Et l'idée, c'est que, tu vois, dans les club deals qu'on va proposer en plus, alors il y aura différentes choses, mais c'est que moi, à un moment, j'étais prêt à rentrer que dans ce game-là, soit en solo, soit avec des acteurs. Le problème, c'est que le désalignement d'intérêt était fort, parce qu'en fait, tu peux percevoir à plusieurs endroits. Je crois que tu peux percevoir à l'entrée. Donc des fees. C'est des droits d'entrée. Ah, des droits d'entrée. Donc pour rentrer dans le fonds, donc tu vas faire payer soit à l'entrée une première fois, soit de manière annuelle, un club deal pour accéder au club deal, des choses qui peuvent coûter assez cher. Après, tu vas faire payer à chaque deal.
donc un droit d'entrée. Des frais de gestion sur le deal, enfin ça dépend, chacun a son modèle. Voilà, et la commission 5, de surperformance. 6, 7, et la commission de surperformance. Donc là-dessus, tu peux dire oui, mais moi je rentre quand même dans chaque deal. Le problème, c'est que si tu rentres dans chaque deal, que tu fais payer 5% ou 6 ou 7% dans chaque deal, mais que tu en réinvestis que 2 ou 3, en fait, tu rentres pas. Je rentre, mais avec ton argent. C'est là où je me suis rendu compte qu'en proposant mes premiers club deals, je me suis dit, je suis pas vraiment très aligné. Si je perds rien. Et si je gagne plus. Et en fait, le deal qu'on s'est, je crois, mis ensemble et qu'on propose à notre communauté, c'est de dire, soit vous rentrez dans OVNI avec nous, c'est cool, et puis on aura autant de skin in the game que nous, à la seule différence des 2%. Je peux dire combien j'ai de participation dans la société de gestion ou pas? Ouais, enfin, en fait, c'est simple, il y a en gros 15-20% de la société de gestion qui sont détenus par des entrepreneurs à succès dont tu fais partie. Et le reste, c'est détenu par Augustin et moi, les deux gérants. Quoi. Et en fait, donc moi, là-dessus, typiquement, j'y toucherai les 2%, je toucherai rien parce que ça va faire tourner la société de gestion. Ouais, en fait, les sociétés de gestion, à part Benoît Grossman et Mathieu Barré et quelques mecs qui ont revendu ID Invest à Euraseo, c'est pas très liquide. En fait, il n'y a pas trop de fusion-acquisition. Donc, les valeurs des parts dans une société de gestion, c'est pas là que tu gagnes ta vie. Voilà. La valeur est dans ce qu'on appelait la commission de surperformance tout à l'heure. Et en fait, c'est plus là-dessus que tu vas gagner ta vie. Donc, dans l'absolu, si vous rentrez, vous allez, à part cette commission, gagner autant que moi. Et si vous rentrez dans les club deals, il y aura un fee d'entrée, il y aura un fee à chaque deal, pas de fee d'entrée, pas de fee d'accès au club deal, et une commission de surperformance pour gérer tout ça. Donc, moi, je trouvais que cette offre était hyper alignée, parce qu'en fait, si on perd sur des investissements, ce qui arrivera, comme tous les fonds, tout le monde perd. Tout le monde perd, moi le premier. Alors que, et je reviens sur Nassim Taleb, ce qu'il explique, quand t'es pas incentivé à la perte, en fait, moi je suis incentivé au volume. On aurait intérêt à faire le maximum de deals, peu importe quel qu'il soit. Et quand bien même on peut s'en défendre, il y a un moment où dans la tête, on le sait. Regarde, je dois faire 100 deals par an parce que j'ai 100 millions. Si tu dois faire 100 deals par an, il y aura un taux de casse beaucoup plus élevé que si tu en fais moins et que c'est ton argent. Il y a quelques années, tu avais les fonds ISF, etc., où les mecs levaient beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y avait l'avantage fiscal. Ils n'avaient pas les dossiers, ils appelaient tout le monde, ils disaient « Ouais, j'ai tant à investir, etc. » Et là, tu as un désalignement fort entre des gérants de fonds qui se retrouvent avec un afflux d'argent parce que tu as cet avantage fiscal, pas les dossiers en face, et ils sont désalignés vis-à-vis de leurs souscripteurs et leurs clients. Et c'est sûr que c'est le genre de modèle qu'il faut plutôt fuir, en tout cas avec lesquels moi je suis pas à l'aise. Moi j'aime bien le côté si tu tombes, on tombe et on gagne ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les premières années quand j'ai été investisseur, moi j'avais un modèle pur. C'est-à-dire que j'étais business angel, on mettait avec mes associés des centaines de milliers d'euros, on facturait pas d'accompagnement, on facturait rien à côté. Et notre seule plus-value, c'était les exits au bout de 3, 4, 5 ans. Et c'est ça qu'on a réinvesti pour financer la société de gestion. Voilà. Écoute, c'est pas mal pour lancer un peu cette série de podcasts OVNI. Je pense que on va en faire avec des souscripteurs, on va en faire avec les boîtes qu'on finance, avec des gens qu'on aime bien. Et puis, on va voir s'il y a des gens que ça intéresse de voir un peu les coulisses d'une société de gestion. C'est ce que je te proposais. J'avais comme inspiration ce podcast qui s'appelle Startup. Tu l'as écouté, pas encore? Non, pas encore, mais tu me l'as dit hier. Donc... Hier, trop bien. Et tu sais, tout souvent, je sais pas, tes journées font 48 heures, toi, donc je sais pas comment tu fais d'habitude. Mais tu verras, en fait, l'idée, c'est vraiment de documenter tout, d'être au maximum transparent. Pour comprendre, parce que tu vois, c'était la deuxième partie sur. Je suis pas revenu sur Naval Ravikant, mais c'est ça, c'est la transparence, le karma, en fait, à un moment. Moi, je me suis rendu compte, et c'est ce qu'on l'a dit à certains sportifs qu'on rencontre en ce moment, qu'on essaye ou certaines personnalités qu'on essaie de draguer, qui ont une grosse confiance, c'est de leur dire, en fait, meuf, mec, si tu viens avec nous, tu vas pas perdre ton karma. Le truc le plus important que tu laisses à la fin de ta vie, mais même au cours de ta vie, tu vois, moi, le truc qui me hante, c'est qu'on me dise, les mecs, c'est des scams, quoi, tu vois. Et ça, au moins, ici, je sais que je suis dans une safe place qui est contrôlée par l'AMF, avec des gens qui sont expérimentés, etc. Notre réputation d'investisseur et d'entrepreneur nous précède. Et de podcasteur. Tu sais, là, on est en train de faire 3 deals. Et on a envoyé à des fondateurs de start-up une liste de références avec 10 personnes avec lesquelles Augustin a bossé et 10 personnes avec lesquelles moi j'ai bossé. Ça nous était jamais arrivé, mais il y a un des fondateurs de start-up qui a contacté les 20. Il leur a envoyé des SMS, machin, et il s'est renseigné sur nous. Mais c'est sain.
c'est sain. Et en fait, je trouve ça logique. Tu t'embarques pour 10 ans avec quelqu'un qui va être à ton board, qui va pouvoir prendre des décisions difficiles. Ouais. Qu'il y ait ce climat de confiance. Et il faut bien se renseigner avant de se marier. L'almanach de Naval, quoi. Le karma et les gens, en fait, quand tu les sens, il y a des bonnes raisons. Et moi, je sentais tout ça, je sentais l'équipe et je suis tellement content. Maintenant, il va falloir que je paye, c'est autre chose. Écoute, en tout cas, merci Julien de nous avoir planté sur ce podcast et de m'avoir offert 1 heure avec Mathieu. Donc, j'ai dit ça aux équipes, ils m'ont dit mais profite, saute dedans et fais-toi 1 heure avec Matt, ça va être cool. Merci Julien de m'avoir laissé 1 heure avec toi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette discon les yeux dans les yeux comme ça. C'est bien c'est très cool. On notera quand même la petite anecdote que j'ai pas pu raconter parce que on va dire que cet hommage à Orelsan au début n'est pas sans histoire derrière. C'est la première fois qu'on s'est vu en vrai. Première fois qu'on s'est vu c'était avec Scred. Et donc j'étais au bureau ici, là on est dans le 17e et puis Arnaud me dit écoute, dans 2 jours je déjeune à Rooster là chez Frédéric Ducas qui est pas ma cantine mais enfin l'endroit où je vais quand même très très souvent, j'en parle dans mes podcasts et tout, et tu savais que j'y allais puisque j'en parle dans mes podcasts, et tu me dis avec Scred, et il sait que je suis fan d'Orelsan et que avoir Scred ou Orelsan serait bien et je voudrais te présenter quelqu'un. Et là évidemment j'étais pris ce déjeuner là, évidemment j'ai tout annulé, j'ai dit bah oui je viens, mais ça aurait été un autre VC ou une autre personne qui voulait s'associer avec moi pour un projet obscur de je sais pas quoi, j'aurais probablement dit non, je suis désolé, je peux pas. Et t'as su à un moment me capter comme ça. No offense, tu vois, justement, c'est au contraire, c'est un vrai hommage. C'est la carte magique, ça. C'est la carte magique, et savoir associer des trucs qui étaient pas, lui, servait pas que de faire valoir, parce que tu parles avec lui on l'aide un peu sur des projets de start-up et on exactement. Échange. Et donc, c'est un all-in, c'est les all-in que tu sais faire. Et merci de m'accueillir à bord d'OVNI. J'espère que vous serez quelques-uns à nous rejoindre à bord d'OVNI. On fait quelque chose avec le cœur, je crois que vous le voyez, avec l'envie, avec de l'expérience, avec un track record. Donc on n'est pas des petits nouveaux, les New Kids on the Block. En revanche, on est quand même les New Kids on the VC Industry. Et c'est ça qui est sympa. Et voilà, je rappelle juste que si vous venez, c'est risqué. Nous, on prend des risques. Mais c'est un jeu, mais sérieux. Et on le fait avec beaucoup d'implication parce que le but, c'est de gagner, d'investir dans des belles startups et de générer de belles plus-values pour tous les souscripteurs et tous les gens qui nous font confiance. De participer au rayonnement de la France, d'accompagner des entrepreneurs dans de la tech hyper disruptive, de changer le monde. Voilà, venez avec nous, c'est OVNI. Bon, on se quitte en musique ou pas? Parce que vu que je te montre la fonctionnalité, donc je finis par l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche, et qui est un super morceau pour se quitter. Salut tout le monde. Merci Matt. Tu sais qu'en revanche il y a un truc de podcasteur, c'est que t'as pas du tout le droit de faire ça. Ah ouais, tu vas avoir des histoires, mais il va peut-être falloir... Bon, Scred, tu peux nous passer les droits. C'est juste pour cet épisode. Non, arrête, je coupe parce qu'on va se faire engueuler. T'as peut-être des histoires de 15 secondes. Salut. Salut à tout le monde, ciao. Sur stop juste en dessous. Et l'autre sur le bouton rouge.